Chers téléspectateurs, bienvenue sur Belgocam 21 TV. Au sommaire de cette émission de géopolitique, l'actualité en Ukraine, le tour du monde de M. Zelensky, les sanctions contre la Russie et l'indépendance de l'Afrique. Je serai accompagné tout au long de cette émission de notre consultant, M. Etoga. Monsieur Etoga, M. Zelensky fait le tour du monde avec une communication bien précise. Pour quelle fin? Oui, c'est une lapalissade que de dire que le président ukrainien est en train de faire le tour du monde. Il se déporte virtuellement au Congrès américain, au Parlement européen, dans différentes sphères où on pratique la communication institutionnelle pour montrer ici sa volonté à protéger le peuple ukrainien et protéger aussi l'intégrité territoriale de son pays. Maintenant, il faut décortiquer ces interventions au niveau de ces différents espaces communicationnels qu'est par exemple le Congrès. Au Congrès, il va avec un objectif précis, c'est demander à ce que l'État américain lui offre des armes pour combattre au mieux les velléités agressives de la Russie. Et il le fait en pointant du doigt les images fortes qui interpellent ici la conscience collective. Quand il parle par exemple de l'attentat du 11 septembre, c'est pour interpeller un peu la gravité de la situation dans laquelle il se trouve et la gravité, faire alors par là un parallélisme dans la situation qui est la sienne et avec celle qu'a connue aussi les États-Unis à cette date fatidique du 11 septembre. Et donc, quand il fait cela, c'est pour non pas seulement capter l'attention, mais aussi avoir l'adhésion du Congrès américain à la demande qu'il est en train de soumettre à leur auguste chambre. Mais revenons maintenant ici, quand il fait son passage au niveau du Parlement européen. Mais avant d'y arriver, vous me permettrez de dire que toute communication est fondée sur un objectif, définition du message et la cible qui doit être à qui on va adresser le message qui a été défini. Et donc, quand il vient au Parlement européen, il estime qu'à ce niveau, c'est le lieu où l'OTAN est déployée parce qu'elle protège, n'est-ce pas, l'espace géographique européen. Et donc il fait une demande de protection de l'espace aérien de l'Ukraine. Et il demande en cela, une fois de plus, du matériel, non pas défensif, mais du matériel pour aussi se projeter dans ces offensives militaires. Ne plus rester là à attendre, mais demander à ce Parlement-là les moyens nécessaires pour mettre en mal l'os russe. Et donc il le fait avec des images fortes. Donc ici, c'est une communication imagée qui rappelle encore une fois de plus les relations qui pourraient lier l'Ukraine et l'Union européenne, avec en toile de fond l'idée que l'Ukraine aimerait intégrer cette institution-là. Et quand il passe pendant son voyage, vous voyez qu'il intervient aussi dans les parlements des différents pays pour montrer ici la communication bilatérale qui pourrait exister entre les différents pays. C'est le lieu pour moi de dire ici que quand il intervient au Parlement fédéral, ici en Belgique, il pointe une fois de plus le doigt sur un élément qui pourrait être caractérisé comme fondamental dans l'économie belge, à savoir la place d'Anvers avec le développement d'un marché de luxe, c'est-à-dire la transformation du diamant. Et donc, il fait ici une comparaison ou alors une analogie en disant par exemple que il ne faudrait pas considérer que la vie humaine
est moins importante que le diamant. Et donc, vous devez choisir. Il interpelle les Européens à choisir entre la protection de la vie humaine et la continuation de leur relation dans la transformation du diamant russe dans leur territoire au niveau d'Arbès. Et donc, il y a ici une sommation, j'ai envie de dire, et une interpellation à agir dans le sens qu'il voudrait que les Européens agissent. Et vous voyez là, donc c'est une communication qui emprunte de pathos et d'éthos en même temps. Donc il touche le pathos et il faut aussi travailler la raison de chaque individu au niveau de ces différentes interpellations. Mais au-delà de la communauté internationale dans laquelle il essaye d'exercer cette communication-là, vous allez voir qu'il a été refusé par exemple de parlementer, on va dire, au niveau d'Israël, parce qu'il y a un quiproquo qui naît sur la base peut-être encore d'une hypothèse qui voudrait dire qu'en Ukraine, il y a une base néo-nazie. Et donc, si on rentre maintenant dans l'histoire et se dit que le néo-nazisme, c'est la négation de l'existence du juif, et donc, au niveau d'Israël, ils voient mal comment un monsieur qui abrite, entre guillemets, les néo-nazis pourraient venir intervenir au niveau de leur parlement et leur raconter le bienfaisant de son action au niveau de l'Ukraine. Donc, il y a ça qui est mis en place. Maintenant, sa relation ou alors sa communication avec le continent africain, ne fût-ce que l'Union africaine, vous voyez qu'elle est inexistante. Ou alors, est-ce qu'il considère que l'Afrique peut l'aider dans ce conflit-là? C'est un peu ce qui, ma foi, est difficile à dire parce que c'est inexistant. Mais l'inexistence permet de se projeter dans l'analyse et dire, par exemple, et se prononcer tout simplement et dire que le président Zelensky n'a pas peut-être trouvé que l'Afrique est utile à sa guerre, mais trouve que les hommes africains sont utiles à sa guerre. Et donc, c'est un peu l'amalgame qui me pousse à penser que le président ukrainien n'est que là pour sauvegarder ses intérêts, certes, mais aussi pour montrer à quel point il y a une certaine négation de la puissance ou alors de la force africaine dans les relations internationales. Et on voit bien cela avec le traitement qu'on inflige aux Africains au niveau dans ce conflit en Ukraine. Nous assistons à une guerre business. Les Russes continuent à livrer le gaz à l'Ukraine. A contrario, l'Ukraine reproche l'Union européenne de continuer à acheter le gaz russe. À qui profite la guerre, finalement? La guerre profite aux marchands de la guerre. Et vous savez bien qu'il y a l'économie de la guerre. Maintenant, est-ce que les États sont partie prenante à cette économie-là? C'est toute la question. Mais avant de rentrer en profondeur dans la réponse, vous me permettrez de signaler ici que si, de façon logique, que si la Russie continue à livrer le gaz à l'Ukraine et ne l'a pas coupé entre-temps, mais bien qu'il soit en conflit, cela peut dénoter de deux choses. Et je vois ici un certain humanisme qui tend à montrer que la Russie a défini ses objectifs et elle s'en tient à les respecter. Elle n'a pas défini des objectifs de faire du mal aux civils de l'Ukraine. La Russie vise ici les néo-nazis, la dénazification, elle a dit, et restaurer un peu la dignité des russophones, des personnes qui parlent russe, ou alors des Russes tout simplement. Et la deuxième observation serait que la Russie fait face à un chantage qui ne marche pas pour l'instant, parce qu'on l'a diabolisé.
on a diabolisé que la Russie c'est tout et c'est le diable, c'est le mal incarné à l'instar de son chef. Mais comment le diable pourrait poser des actes qui tendent à donner de l'amitié, de la collaboration ou alors de la sympathie vis-à-vis de son ennemi? C'est un peu, il y a un quiproquo là qui tend à montrer que le discours qui est tenu est fondé sur rien. Et donc, maintenant, à qui profite la guerre? À qui profite la guerre? C'est la grosse question à découvrir. Mais si on se projette dans l'analyse, on verra que d'abord les firmes qui ont la capacité de fabriquer les armes, c'est une aubaine. C'est une aubaine. Et quand on fait l'analyse maintenant aussi de ces armes qui sont produites, c'est le moyen ici de placement de produits. La guerre est un moyen de placement de produits, en ce sens que vous, fabricant d'armes, les hostilités se présentent, vous avez les armes stratégiques qui seront projetées sur le terrain pour montrer un peu la supériorité dans l'exécution, alors dans la mise à mal de l'adversaire. C'est pourquoi la Russie a connu des pertes énormes avec l'usage des drones turcs. Vous voyez ici, le matériel de guerre a une identité, a une origine qui est bien précise et vers qui les autres pays vont se retourner pour faire des achats stratégiques pour la protection de leur territoire. Et donc la guerre profite à celui qui sait que la guerre est une opportunité. Et donc l'économie de la guerre ne peut que venir, si on prend seulement le spectre de l'armement, c'est un placement de produits. Et le placement, on ne peut pas, les armes ne peuvent être placés comme des biscuits ou bien alors du cacao ou bien vendus je ne sais pas moi où. Il faut les hostilités ou alors il faut un déploiement militaire pour tester l'arme qui a été pensée, qui a été produite en back-office. S'il n'y a pas, on n'a pas moyen de tester cette arme-là, il n'y a pas logiquement matière à démontrer ses capacités. Et donc la guerre est d'abord un placement de produits. Il y a qui profite la guerre aux différents producteurs de ces instruments de la mort. Maintenant, un autre parallèle pour montrer à qui profite la guerre, c'est qui a vocation à créer la guerre. C'est celui qui a vocation à créer la guerre qui est manifestement celui vers qui les bénéfices seront tournés. Dans la Russie Est-ce que la question reste posée. Est-ce que la Russie a créé la guerre qui se passe aujourd'hui en Ukraine? Si on se remet maintenant dans l'histoire, vous allez voir que la Russie, pour certains, répond à une attaque ou alors à des offensives en soubassement qui étaient produites ou alors faites par l'OTAN ou alors l'expansionnisme occidental vers les frontières russes pousse cet État-là à se défendre. Et donc maintenant, vous voyez qu'on va utiliser un autre objet communicationnel au niveau de la Russie pour démontrer que nous ne sommes pas en guerre, mais nous nous défendons. Oui. C'est pourquoi un certain ministre non pas un certain ministre, mais un oligarque au niveau de la Russie estime qu'on n'a pas respecté assez la Russie. Et donc il revient sur la scène internationale pour marteler de main ferme que nous sommes présents, vous ne pouvez plus faire sans nous, vous allez faire avec nous, ou on va faire avec vous ou sans vous. Et donc, l'action qui est menée démontre ici une déconstruction de l'idéologie occidentale dans sa vocation à produire les guerres sans toutefois les produire. Donc, elle produit la guerre, mais en sous-bassement, en moyen de communication, vous disent qu'elle ne produise pas, elle n'a pas produit la guerre. Et à qui profite cela? La guerre profite d'abord à celui qui a pensé la guerre. Et donc, si on sort par exemple l'opération spéciale russe profitera certainement à la Russie. Si on analyse même la dénomination de l'opération spéciale russe, vous voyez, on mène une opération en réponse à une agression. C'est peut-être une riposte.
C'est une riposte parce que c'est sans attaquer. Maintenant, je voulais parler à qui profite la guerre pour montrer ici que si on prend le cas libyen, à qui a profité les événements qui se sont passés en Libye? Nécessairement à l'Occident. Ils ont bloqué les avoirs. Ils ont bloqué les avoirs du guide libyen. Ils ont bloqué plein le gaz qui est tiré au niveau de le pétrole qui est tiré au niveau de la Libye, qui les gère maintenant, c'est les États-Unis, toutes ces forces en présence là qui ont combattu pour l'élimination du guide libyen. Et maintenant, à qui a profité les événements qui se sont passés en Libye? C'est naturellement aux Américains, aux États là qui ont, ou à la France, naturellement, de façon simple. Et donc, votre question peut nous pousser vers des extrapolations qui pourraient nous mener... Ouais, on y reviendra sur d'autres questions et on en parlera de cette guerre business. Nous avons affaire dorénavant aux guerres plus sournoises, des virus hyper dangereux. Le président Macron s'adressait dernièrement à la nation en disant « Nous sommes en guerre ». Est-ce que le matériel biologique à usage militaire trouvé en Ukraine peut servir à lancer une guerre bactériologique? Oui. Aujourd'hui, selon certaines informations, il se prépare. La guerre n'est plus telle qu'on la connaît aujourd'hui en Ukraine. Elle est montée d'un cran. L'homme a pensé comment annihiler tout un peuple, toute une ethnie. Et les travaux sont menés dans ce sens. Vous savez bien qu'il y a cette théorie malthusienne qui voudrait diminuer la population de la Terre. Elle a toujours cours. Donc, et il y a plusieurs travaux qui tendent à conforter cette théorie-là et préserver comme on a tendance à dire, préserver l'humanité, préserver la Terre de tout ce qui pourrait se passer. Mais maintenant, est-ce que le développement des armes bactériologiques concourt à cet idéal-là? Je pense que c'est un peu... non, tout simplement non, tout simplement parce que la vie humaine elle est précieuse et si vous pensez déjà comment éliminer l'homme à travers le développement des armes bactériologiques, c'est montrer la cruauté de l'homme, montrer un peu comment est-ce que l'homme est guidé par les intérêts. Et c'est les intérêts qui poussent les hommes à produire ces armes-là pour mater, dominer et subjuguer les autres peuples. On ne saurait vivre en harmonie si on ne subjugue pas les autres peuples selon une certaine conception de certains penseurs dans ce monde. Et donc, la nature aussi est un peu fautive à ce niveau, parce qu'elle a pourvu certains territoires de la Terre et dépourvu certains territoires de la Terre. Maintenant, est-ce que c'est le fait on va parler des damnés, est-ce que ceux qui sont pourvus sont à la table du Seigneur, on va parler ainsi, est-ce que ceux qui sont dépourvus sont les damnés? Et donc, ils ont développé un palliatif pour équilibrer ou alors venir s'accaparer des richesses de ceux qui sont pourvus. Et c'est un peu tout ça. Et maintenant, le développement des armes bactériologiques rentre dans cette conquête des territoires-là, ou alors d'espace vital, qui permet de donner une existence à ceux qui ne sont pas pourvus. Mais maintenant, est-ce que les armes bactériologiques, c'est la nouvelle manière de faire la guerre? Naturellement, on a l'exemple avec le Covid. Le Covid montre que c'est un essai de déploiement militaire pour animaliser l'homme. Vous voyez, nous sommes muselés, on marche avec des masques, mais en sourdine. Les firmes, les grosses firmes se font un blé pas possible. Et vous avez en Allemagne une entreprise, je crois que c'est Biota, qui a partagé un dividende de 2 milliards d'euros.
avec ses actionnaires. Et donc, vous voyez qu'il y a des actions qui sont menées, mais en essai, et qui sont des opportunités pour certains, mais d'aucuns voient que ce n'est pas une opportunité, c'est plutôt une menace pour la vie humaine. Mais ce que vous considérez comme étant une menace pour la vie humaine est une opportunité pour les capitalistes. Les opportunités sont pour les uns et les autres. Pourquoi le président russe exige le paiement du gaz russe en roubles? La Russie est-elle seule au monde? Quelle est la portée des sanctions sur la Russie? Sergei Lavrov a répondu à la question, celle de savoir est-ce que la Russie est seule au monde. Et il faisait, par là, en répondant à cette question, il a fait de l'ironie. C'est ceux qui considèrent la Russie comme étant seule au monde qui ne veulent pas se sentir seul au monde. C'est un peu, je paraphrase là un peu, c'est dire dans ce discours du 28 mars 2022. Et donc, est-ce qu'il y a lieu de penser que la Russie se sent seule aujourd'hui? Je pense que non, juste les votes au niveau de l'ONU démontrent que la Russie n'est pas seule. Selon maintenant l'analyse faite par l'establishment occidental au niveau de ces votes, elle considère par exemple que ceux qui ont voté, ceux qui se sont abstenus, sont de fait des alliés de Moscou. Et donc vous avez vu la pression tambour battante qui a été faite autour de ces États qui se sont abstenus pour les ramener à la cause occidentale. Et donc c'est en cela qu'aujourd'hui le Premier ministre du Pakistan a été démis de ses fonctions parce qu'il était allé en désaccord avec la volonté de son allié de fait qu'est les États-Unis. Et donc il a été simplement démis de ses fonctions au niveau de leur Parlement, en remplacement avec celui qui va faire la continuation des relations entre le Pakistan et les États-Unis. Vous voyez que les positions qu'on prend au niveau des institutions habilitées à ramener la paix produisent les guerres, produisent des animosités, produisent un climat qui n'est pas la résultante de ce qu'auraient espéré les décisions qui ont été prises dans l'instance qui prône la paix ou bien alors qui est le gendarme de la paix. Maintenant, même la gendarmerie de la paix a changé de lieu. On se retrouve à avoir un gendarme de la paix au niveau international, avec le slogan communauté internationale qui est estampillé au niveau de quelques pays qui existent sur la terre, à savoir les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, qui sont les gendarmes de la paix, les gendarmes de la paix, et qui, comme on peut le rappeler avec l'affirmation de Charles Michel, que nous vendons la paix, nous proposons la paix au monde. Et c'est un business qui nous est cher parce que nous sommes pourvoyeurs de paix pourvoyeurs de paix et de développement au niveau international. Et donc, vous voyez ici que la Russie, est-ce qu'elle tient ce discours qui est certes en joliveur, qui est certes bien à l'oreille, à écouter, entendre, on n'a que de l'assentiment pour ce discours. Maintenant, la Russie considère cela comme étant un moyen de facilement avilir les peuples, ou alors de les endormir pour mieux les dompter. C'est en cela qu'elle répond de manière drastique, quant à savoir que l'expansionnisme occidental se révèle dans un accoutrement qui n'est pas celui qu'on s'aperçoit au niveau médiatique. Il se révèle dans ce que on pourrait qualifier de dangereux pour l'existence et la coexistence des peuples, parce qu'elle avilit, elle subjugue, elle domine, elle est hégémonique, elle est simplement quelque chose de néfaste, ne fût-ce que pour soi, parce qu'on a toujours l'ambition de toujours avoir plus de richesses. Et donc, la Russie
est-ce qu'elle se sent seule quand elle entend ce discours, ou alors quand les reflets de ce discours se font ressentir au niveau des différents peuples qui existaient sur la Terre? Que non, que non. Et le rapport que nous avons avec les institutions internationales, à savoir l'OTAN, l'Union européenne et les États-Unis, démontre à souhait qu'on les considère comme, bon, certains, ceux qui n'y travaillent pas, les considèrent comme étant une hostilité à la stabilité internationale, une hostilité à la stabilité ou alors à la cohésion des peuples. Et vous avez par exemple l'existence de l'OTAN qui aurait dû ne pas exister, mais qui a continué à exister malgré le fait que son existence découle du fait que d'un contexte qui est celui de la guerre froide. La guerre froide étant finie, l'existence de l'OTAN perd son but et ses visées, mais sa continuation, elle crée une gêne au niveau de Moscou parce que le pacte de Varsovie a disparu. Et pourquoi même à ce moment-là, vous voyez que à ce moment de la guerre froide, il y a un lien qu'il faut faire avec le colonel Kuklinski qui sentant que son pays devait se faire envahir par la Russie, a joué les espions, alors l'informateur au niveau des Amériques pour mieux contrer les possibilités militaires de Varsovie qui étaient nettement supérieures à ceux de l'OTAN. Et donc, vous voyez ici, il y avait déjà des liens qui se tissaient pour mieux encercler ou alors encadrer le développement de la Russie. Et c'est de cette animosité-là que naît, n'est-ce pas, cette réticence à voir la Russie grande, à voir la Russie aimée de quelques points dans le monde. Et c'est en cela que je me situe pour dire que est-ce que je me reconnais dans l'attitude ou alors l'appréciation que la Russie fait du discours venant de l'Occident. On va dire que oui, l'appréciation qu'elle fait épouse la mienne parce qu'elle se sent opprimée, oppressée. Et quelqu'un qui se sent opprimé, oppressé, a toujours tendance à se libérer. Mais elle n'est pas seule. Non, non, du tout, elle n'est pas seule. Je viens de vous montrer comment dirais-je, la peinture qu'on pourrait dessiner pour les États qui s'affirment à soutenir la Russie ouvertement, connaissent immédiatement quelque chose de dramatique. Parce que c'est un peu compliqué, mais vous avez, par exemple, la RCA a fait le pas dans ce sens. L'Érythrée a fait le pas depuis le début et ils ont un soutien avéré à la Russie. Mais que vaut ces pays-là au niveau ce sont des pays périphériques, dénommés pays périphériques. Selon la conception occidentale. Maintenant, est-ce que vous voyez un tambour battant pour dire l'Érythrée, supposez maintenant que l'Inde s'affiche ouvertement pour soutenir la Russie. Vous voyez, il y a des voyages diplomatiques qui sont faits avec Anthony Blinken, Lavrov, qui se trouve, le ministre des Affaires étrangères russe, qui se retrouve en Inde à une même période pour négocier des relations qui pourraient naître au niveau du monde. Et donc, qu'est-ce que va faire Anthony Blinken au niveau de l'Inde? Qu'est-ce que va faire Lavrov au niveau de l'Inde? Quelles sont les coopérations qui naîtraient ou alors qui naîtront de ces rencontres-là? Vous voyez, c'est d'un vote, il y a un mouvement qui naît et la Russie n'est pas seule. Si elle était seule, on ne devait même pas d'abord l'accueillir. Pourquoi elle exige des paiements en roubles? Tout simplement parce que les sanctions menées, orchestré ou alors infligé à sa monnaie, à l'économie russe, ont tendance à vouloir déprécier la valeur de cette monnaie-là et montrer que c'est juste un papier
c'est juste un papier qu'il ne faudrait pas tenir en considération dans les échanges au niveau, déjà même à l'intérieur de la Russie, et encore moins au niveau international. Et donc, si la Russie aujourd'hui s'appuie, ou alors elle fonde son analyse pour dire que pour donner de la valeur à ma monnaie, il faudrait que vous, qui avez orchestré des sanctions contre mon pays, vous allez me payer en roubles si on est en train de coopérer, ou alors enfin, si on fait des échanges économiques. Et donc maintenant, pris à son propre piège, la communauté internationale, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? La Russie était coincée, elle ne savait que faire de son argent, parce qu'elle n'étant pas reconnue dans le système SWIFT, mais elle continue à coopérer avec des États qui sont partie prenante au système SWIFT. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Et donc c'est pour donner juste de la valeur. Et une monnaie qui a de la valeur, le seul élément qui donne de la valeur à la monnaie, c'est la confiance qu'on lui accorde. C'est la confiance qu'on lui accorde. Et donc, si la Russie aujourd'hui a trouvé le moyen nécessaire de s'accorder, de créer un environnement de confiance vis-à-vis de sa monnaie, c'est juste en disant, par exemple, que vous allez me payer en roubles. Cela a fait un grand choc au niveau des bourses. Et quel est l'impact des sanctions finalement sur la Russie? L'impact des sanctions sur la Russie, aujourd'hui, certains analystes estiment que ce n'était pas visé à court terme. C'était pas des visées à court terme, comme ils ont fait des analyses sur l'opération militaire pour dire que c'est une opération éclair. Donc on frappe, on rentre. Aujourd'hui, les sanctions, mais les sanctions aussi en réponse, étaient des sanctions qui visaient à tuer même l'économie russe dans le court terme et à brève échéance. Mais aujourd'hui, la Russie, montrant ses capacités à dominer ces différents embargos qui sont faits sur son pays, démontre aussi sa capacité à se projeter ou alors à s'adapter au nouveau contexte international et même local pour satisfaire les besoins de ses propres populations et protéger les vies de ses propres populations. C'est un peu en cela que la Russie montre que l'Europe a fait faux bond en énonçant ces sanctions-là. Sinon, comment comprendre que la Russie aujourd'hui est toujours debout et mène maintenant la course au niveau des valeurs, au niveau entre le dollar et l'euro? La Russie annonce une réduction radicale de son activité militaire. Pourquoi le président Zelensky a armé les civils en préparation d'une guérilla urbaine? Un civil armé en temps de guerre est-il considéré comme civil? La communauté internationale pourra-t-elle établir d'éventuels crimes de guerre? Écoutez votre question, vous faites des connexions dans mon esprit, et ces connexions-là me portent vers les événements qui se sont déroulés au niveau de Boutcha. Est-ce que c'était des civils ou alors est-ce que c'était des civils armés? Est-ce qu'un civil armé reste un civil? Ça, c'est des questions juridiques qui, ma foi, vont faire écho au niveau de plusieurs travaux pour faire évoluer tous ces concepts-là et leur réalité dans le monde que nous vivons aujourd'hui. Et donc, pour répondre simplement à votre question, un civil, si je me réfère juste à l'état actuel des choses, un civil qui a une arme n'est plus un civil. Il devient un élément hostile à la stabilité, à la paix, à la cohésion, à l'harmonie. Et donc, il est regrettable de le dire, mais il est aussi un danger pour la vie que celui qui vient pour l'agresser. Et donc, il ne peut être considéré comme civil si aujourd'hui il est abattu. Le président Zelensky a dit qu'il a armé les civils pour défendre son territoire. Il a dit que c'était des valeureux ukrainiens qui avaient pris la décision de défendre leur territoire. Mais civils armés, civils abattus, est-ce que la communauté internationale européenne pourra
mener une enquête et déterminer que c'est vraiment des crimes de guerre? À l'heure actuelle, il y a au moins 5300 enquêtes qui sont ouvertes pour déterminer si la Russie a commis des crimes de guerre au niveau de son intervention au niveau de l'Ukraine. Et vous imaginez bien que c'est un peu comme le procès de Nuremberg. C'est les vainqueurs de la guerre qui mènent l'archivage, qui font la collecte de l'information, qui traitent l'information. Et c'est les ONG qui n'ont pas pignon sur rue au niveau de Moscou qui vont mener l'enquête et produire des travaux pour, ma foi, à la fin incriminer simplement la Russie. Aujourd'hui, il y a une activité qui chauffe là, c'est le viol des militaires russes sur les femmes ukrainiennes. Aujourd'hui, on parle de 9 qui sont enceintes de cet événement malheureux qui a eu lieu. Et donc tout ça s'est documenté et sera présenté à la place publique pour une fois de plus montrer que la Russie, dans son intervention, a commis des crimes de guerre. Et aujourd'hui, on n'est même plus aux crimes de guerre parce que le président américain, pour la première fois, a utilisé le concept de génocide. Parce qu'il explique en disant que l'action de Poutine, du président russe au niveau de l'Ukraine, est une action qui vise à annihiler les velléités identitaires ukrainiennes. Et donc, vous voyez l'évolution même des concepts qui sont faits pour incriminer simplement le président russe et son pays de ce qui sont peut-être coupables. Les États-Unis ont annoncé une nouvelle vague de sanctions considérées comme dévastatrices, notamment l'interdiction de tout nouvel investissement en Russie, ainsi que les contraintes les plus sévères possibles aux grandes banques russes, notamment Sberbank et Alfa Bank. Est-ce que les taux se resserrent sur la Russie du président Poutine? Oh que non, que non. Vous avez souvenance des missions que nous avons produites en parlant du développement d'un système parallèle à SWIFT au niveau de la Russie pour pallier à ces différentes sanctions qui seront faites à son encontre. Et donc même au niveau des banques, il y a le système MIR qui a cours en Russie, tel que le système Visa qui a cours au niveau occidental. Et c'est un peu ironique de le dire. C'est un constat que les Européens viennent de se faire, à savoir qu'ils n'ont pas de système tel que le MIR ou le système Visa dans les moyens de paiement. Et donc ils sont un peu à la traîne. Visa, c'est américain. Ouais, au niveau de la consommation américaine. Et donc, ils ne sont que des consommateurs, comme ils nous considèrent aussi comme leur débouché au niveau africain. Et donc, non, ces sanctions ne peuvent aucunement faire du mal à la Russie, tout simple, pour la simple raison que la Russie, avec la Chine et les pays du BRICS, ont développé un système parallèle qui aujourd'hui s'affirme en termes de pôle économique ou alors en termes de force dans le balancement ou alors l'équilibre de la terreur économique. Parce que le système SWIFT, c'est la terreur. Et puis, si vous n'êtes pas en bon terme avec le gérant du système, on vous met sur le banc. Et donc la Russie aujourd'hui connaît cet acte-là et a développé en parallèle avec les pays du BRICS et de la coopération de Shanghai un système parallèle qui leur permet aujourd'hui de faire des échanges. Et il y a aussi une montée de reconnaissance des monnaies nationales dans les échanges internationaux. Aujourd'hui, je crois que c'est l'Inde qui réclame le paiement de ces échanges commerciaux en sa monnaie. En sa monnaie, tout simplement parce qu'elle ne paye plus la dette. Elle estime que la dette s'élève à tant, je ne sais plus le montant exact, mais elle réclame les paiements
en monnaie indienne. Et donc aussi, l'Inde a peut-être une dette envers vous et vous allez payer en monnaie de ce pays-là. Donc la Russie aujourd'hui a été aussi précurseur dans cet éveil de conscience-là, dans cette volonté des États à s'affirmer ou alors à affirmer leur monnaie et à faire en sorte qu'ils aient une certaine reconnaissance au niveau international. C'est parce qu'on était cloisonnés, comme le professeur Noam Chomsky nous considérait comme étant en cage. On était en cage avec le système SWIFT et donc sorti de la cage, on ne peut que faire voir d'autres horizons. Et donc la Russie aujourd'hui voit d'autres horizons et crée d'autres partenariats qui, ma foi, sur base d'une certaine entente sera bénéfique à l'un comme l'autre parti, aux différentes parties qui vont négocier pour les échanges avec la Russie. Alors le dollar aujourd'hui perd sa première place au niveau des échanges internationaux. Le dollar va rester pour la monnaie unique, pour ceux qui vont considérer que cette monnaie a encore pignon sur l'économie mondiale. Mais aujourd'hui, l'action de la Russie démontre que le dollar ne peut plus être considéré comme l'unique monnaie d'échange au niveau international. Il y a le rouble qui manifestement s'est incrusté dans ce marché-là. Il y a la monnaie de la Chine qui s'incruste aussi. Le yuan. Le yuan. Et donc, cette mise en branle des différentes monnaies nationales ne peut que montrer que le dollar est arrivé peut-être à son apogée. Et donc, c'est le moment pour cette monnaie-là de connaître une dégringolade. Lors du dernier sommet Union européenne-Chine, l'Union européenne a souligné sa priorité absolue, qui était de mettre un terme à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, souligne également que les sanctions internationales contre la Russie avaient été imposées dans le seul but de mettre un terme à l'agression menée par la Russie. Pourquoi les sanctions n'ont-elles pas actionné le levier de paix ? Tout simplement, on peut constater aujourd'hui que les sanctions imposées par l'Union européenne n'ont pas porté ses fruits quant au but qu'ils avaient affiché en les énonçant. On peut l'affirmer aujourd'hui parce que le but n'a pas été atteint. Maintenant, pourquoi ces sanctions-là n'ont pas ramené la paix au niveau de l'Ukraine? Vous savez, la guerre, c'est d'abord une perception, c'est le combat de la perception. Et donc, quand on parle du combat de la perception, on voit ici l'usage de l'élément fondamental qui permet de capter l'attention ou alors de travailler sur la perception qu'on pourrait avoir sur un objectif bien précis. Et donc, ici, on voit la communication qui rentre dans le jeu. Et maintenant, quelle est la communication que les différentes parties mettent en branle pour capter pour garder une certaine perception de leur action qui se veut bienveillante dans leur action? On voyait ici, on va parler maintenant de propagande parce qu'on travaille à capter la perception et à travailler sur la perception de l'autre, ou alors de l'ennemi. Maintenant, les sanctions, pourquoi est-ce que ça n'a pas ramené la paix? C'est tout simplement parce que ça n'a pas été suivi. Ça n'a pas été suivi. Il y a eu un contrepoids qui, ma foi, n'a pas permis à ce que les sanctions imposées apportent une certaine accalmie au niveau de l'Ukraine. Et cela part aussi du fait que le discours qui a suivi bien après que les sanctions aient été énoncées n'ont pas été des propos qui concouraient à rapporter une certaine accalmie. Vous avez eu le développement des émissions au niveau des télévisions
concurrentes pour tenter de démontrer que le président russe est un président sénile, est un président fou, est un président barbare, est un président qui doit simplement disparaître de la terre. Et ceci était un vœu d'un sénateur américain. Également du président Biden. Oui, en reprise avec lors de sa visite en Bulgarie. Oui, avec les propos qu'il a tenus quand il parlait de Poutine comme un boucher. Vous voyez, ce développement conceptuel montre que même malgré les velléités qu'il déploie au niveau médiatique, ça coûterait d'un discours de paix. Dans les faits, hein, quand on fait une analyse du discours qu'ils tiennent, on se rend compte que non, ils sont des va-t-en-guerre. Et la parole, pour eux, c'est l'arme qu'ils ont la plus facile à manier. Et donc, ils travaillent à cela en travaillant la perception que les populations occidentales pourraient avoir quant à leur action au niveau de l'Ukraine. Et donc, vous avez vu les reprises de slogans Help Ukraine qui naissent et qui foisonnent sur la toile. Et vous avez le contrôle de l'information pour mieux mettre en cage les populations qui habitent dans cet espace-là et travailler sur leur perception de ce qui se passe. Et les rebelles ne seront que muselés, comme on a muselé RT et Sputnik. Donc, est-ce que cela ramènera la paix? Je doute fort. La guerre en Ukraine, sur le plan communicationnel, a pris une autre dimension. M. Zelensky anticipe sur la sortie de crise. Il parle déjà d'éventuelles accusations contre la Russie des crimes de guerre. Est-ce que M. Zelensky, finalement, ne mène-t-il pas la danse? Non, l'image qu'il projette au niveau international, c'est une image de quelqu'un qui se sent agressé et qui demande de l'aide et qui toque à toutes les portes pour avoir une solution au problème qu'il connaît. Et donc, on ne peut pas dire que c'est lui qui mène la cadence si on fait une analyse de façade. Maintenant, est-ce qu'il a méconnaissance de l'existence de ce que le président Poutine accuse son pays? C'est une autre question que nous, public externe, des rouages de l'establishment, ne pouvons répondre. Et donc, si aujourd'hui le président russe estime qu'il y a des nazis en Ukraine, et on connaît ce que le nazisme a coûté à la Russie, donc est-ce qu'il mène alors la cadence en hébergeant les nazis chez lui et en faisant cet agneau au niveau de la communauté internationale qui ne se reconnaît pas dans les crimes qui pèsent sur son pays, les crimes énoncés qui pèsent par le président russe qui pèsent sur son pays. Donc, maintenant, est-ce qu'il mène la cadence? On va faire une lecture de son comportement au niveau international. Et ça nous montre juste que non, il ne mène pas la cadence. Il se sent juste accusé et il demande de l'aide partout où besoin sera pour ramener la calmie au niveau de son pays. Mais dans l'analyse, il ne faut pas rester dans ce qui est visible, c'est ce qui est caché qui est intéressant. Et c'est en cela que quand on rentre dans l'analyse et on prend les éléments de langage que le président russe a tenus et on fouille un tout petit peu, on se rend compte que l'existence du groupe Azov et bien d'autres néo-nazis qui existent en Ukraine, c'est connu de tous maintenant. Est-ce que c'est fondé alors de dire que c'est pas lui qui mène la cadence, ou alors c'est pas lui qui mène l'orchestre comme par le passé quand il était encore humoriste? Est-ce que c'est pas lui qui veut tirer les maillons du feu de la situation pour mieux se remplir les poches, parce qu'on connaît que ce pays est un pays gangréné par une corruption abyssale? Et donc on peut subodorer sur plein d'aspects
Maintenant, le plus intéressant, c'est de chercher ce qui est caché et ne pas se cantonner à ce que le président de l'Ukraine nous présente comme discours. Est-ce que la communauté internationale ne suit pas aveuglement le président Zelensky? Moi, je poserais peut-être la question autrement. Est-ce que la communauté internationale n'est pas fondée, n'est-elle pas à la manœuvre en Ukraine? Parce que aujourd'hui, le discours, non pas le discours, les faits montrent que la communauté internationale a toujours voulu combattre ce qui est néfaste pour le développement ou alors l'existence même de la vie humaine avec le phénomène du nazisme. Maintenant que ce concept revient sur la table, pourquoi il n'investigue pas en Ukraine pour prouver l'existence ou l'inexistence du nazisme au niveau de ce pays-là? Mais tout ce qu'elle a fait, c'est envoyer des armes, envoyer des hommes. Aujourd'hui, on a attrapé un général américain au niveau de l'Ukraine, à Mariupol, qui essayait de s'enfuir dans les couloirs humanitaires. On l'a attrapé et aujourd'hui il est transféré au niveau de Moscou. Et il va nous dire des choses, pour que nous analysons, il va nous dire des choses. Et donc, est-ce que ce n'est pas alors cette communauté internationale qui est maîtresse de tout ce qui se passe? Parce que si investigation il doit avoir, en réponse à votre question sur le fait que l'Ukraine engage des procédures d'enquête, à l'heure actuelle il y en a 5300, est-ce que l'unique enquête qui pourrait décanter la situation ne serait pas cette enquête sur l'existence ou l'inexistence de groupes nazis au niveau de l'Ukraine? Si on se rend compte que l'existence des nazis au niveau de l'Ukraine est avérée, est-ce qu'il ne faudrait pas encore ici convoquer un procès de Nuremberg pour... Mais si on comprend bien que la communication elle est faite dans un sens où si l'enquête démontre qu'il y a une existence nazie en Ukraine, l'opération spéciale de M. Poutine est fondée. Oui, maintenant il faut prouver que Poutine n'est pas fondé dans son action. Poutine n'est pas idéologiquement prêt dans son action. Poutine n'est pas, comment dirais-je, quelqu'un qui a réfléchi. C'est un va-t-en-guerre tout simplement qui commet des crimes au passage et qui viole des femmes dans son action sans toutefois punir ceux qui les ont commis. Mais c'est le paradoxe et c'est là l'utilité de la communication dans ces événements-là, parce qu'elle travaille sur la perception. Et celui qui n'a pas fait communication ne pourra pas un peu disséquer ces éléments de langage-là pour se situer dans un chemin qui le mènera, j'ai envie de dire, vers la vérité. Et ici, pour moi, l'élément qui peut permettre d'avoir une certaine cohérence au niveau de l'action occidentale serait d'engager une procédure d'enquête pour la détection de l'existence nazie au niveau de l'Ukraine. Et c'est là l'élément fondamental sur lequel le président Poutine se base pour engager cette... Mais à contrario, les enquêtes qui sont menées en Ukraine sont plutôt dirigées vers la détermination des crimes de guerre. Bien sûr, parce que l'enquête qui sera engagée pour déterminer l'existence nazie découlera certainement sur un certain entretien de ces nazis-là par une certaine communauté internationale. Et il ne faudrait pas que cela se sache pour la simple raison qu'on a souvenance du procès de Nuremberg et des pertes énormes que la Russie a connues. Et donc, là, en ce moment-là, le président Poutine serait fondé à identifier les pays comme étant inamicaux, comme il a déjà commencé à le faire. Parce qu'ils sont inamicaux, ils sont des pays inamicaux pour la simple raison qu'ils créent des situations pour nuire à l'existence de la Russie. Et ce
maintenant poser un donneur de leçons pour dire que Poutine est un, Poutine est un, Poutine est un, mais l'action fondamentale qui pourrait unir tous ces États-là pour rechercher la paix, comme le média se positionne comme étant un vecteur de paix, l'action qui, à mon sens, serait bénéfique à tous ces peuples-là, c'est d'engager toutes les parties prenantes à l'identification de l'existence nazie. Et de ce point de vue-là, est-ce que maintenant les conclusions ou alors les conséquences de ces enquêtes-là mèneront à déterminer la criminalité, les crimes de guerre qu'aurait commis le président Poutine maintenant devant un tribunal? Est-ce qu'il était fondé à mener cette opération-là? Est-ce qu'il est coupable de ces occasions-là? Est-ce qu'il est en droit de répondre de ces actes-là au niveau des tribunaux? Mais si on ne détermine pas l'existence des nazis tel que le président Poutine accuse l'existence de ces individus au niveau de l'Ukraine, toutes les enquêtes qui viendront après, pour moi, sont infondées. Il ne serait que la justice des vainqueurs. Revenons sur le procès de Nuremberg, le procès qui a servi de mémoire collective contre le nazisme. Il s'est avéré qu'en Ukraine, M. Zelensky apportait son soutien aux nazis qui étaient aux commandes dans le Donbass. Pour éviter que l'histoire ne se répète, ne faudrait-il pas enquêter sur cette problématique? C'est comme si vous lisiez dans une boule de cristal, parce que vous faites référence ici au développement que je viens de faire. Oui, il faut engager des recherches. Naturellement, il faut. Et si on est un peu honnête envers soi-même, c'est la démarche à suivre. Et si on veut la paix, comme tout le monde prétend vouloir la paix, il faut adopter la démarche et montrer que le procès de Nuremberg n'a pas été un procès qui n'a que servi pour orchestrer tout un cinéma au niveau qui est un cinéma en service aux intérêts des puissances qui ont gagné la guerre. Et même les puissances qui ont gagné la guerre ont encore exclu la Russie par la suite, juste après les décisions de cette cour de justice-là. Mais tel que je vois les hommes qui nous gouvernent, les oligarques qui nous gouvernent, c'est l'intérêt qui est la vraie justice. Où est l'intérêt dans ce qui se passe au niveau de l'Ukraine et qui tire, qui balance l'intérêt et comment est-ce qu'il perçoit cet intérêt-là pour ses propres besoins, c'est ce qui sera la véritable justice. Tant que les intérêts ne sont pas satisfaits au niveau de l'Ukraine, la guerre va continuer. Et si le président Poutine aujourd'hui ne décide pas d'arrêter les hostilités, vous voyez bien le discours qui vient au niveau de l'Union européenne, des États-Unis, de la Pologne à côté, de plein de dirigeants qui ont partie prenante au conflit, et parce qu'ils sont connectés dans des lobbies, dans des mécanismes qui échappent à la conscience collective. Et donc, c'est des ramifications qui, je te tiens, tu me tiens, je te tiens, tu me tiens, qui mènent la guerre au niveau en Ukraine. On a parlé de notre précédente émission de Hunter Biden, qui a fait les recherches sur cet illustre personnage, Hunter Biden. Aujourd'hui, on a parlé aussi de Nolan Victoria, parlant de l'existence des laboratoires bactériologiques en territoire ukrainien, qui a continué à faire les recherches dans ce sens-là. Tout le discours occidental tend à nier ces faits-là. Pourtant, ils existent. Et maintenant, la consommation de l'information au niveau de l'Occident n'est que moutonnière. Elle n'est que moutonnière dans ce sens où on considère comme étant un démiurge le journaliste qui produit l'information, parce qu'il s'affuble du fait qu'il ait été un spécialiste de terrain, ou alors un reporter aguerri
qui produit des documentaires pour expliquer ce qui se passe et ainsi de suite. Donc on n'est que des consommateurs de ce qui est produit dans la sphère médiatique, que ce soit les traditionnels ou alors au niveau numérique. Et ça me ramène encore à cette observation que j'ai faite dans un article que j'ai écrit, la seringue hypodermique occidentale. Elle est en activité et on ne peut, de ce point de vue, dire que le village planétaire qu'a voulu McLuhan est quelque chose qui se vit aujourd'hui. On a claironné cette acception de la communication en disant que nous sommes dans un village planétaire parce qu'on a l'existence d'Internet et on peut croiser les informations par-ci par-là. Aujourd'hui, on voit que l'information, même étant sur Internet, est contrôlée. Elle est contrôlée et elle est dirigée en fonction d'un certain objectif qui permet toujours de faire une communication de masse, même sur Internet. Et la communication de masse aujourd'hui, en temps de guerre, tend à montrer que la consommation de l'information au niveau occidental, dans la masse, n'est que moutonnière. On est retour là au niveau des années 1930-1960. Malgré l'incidence économique considérable des sanctions internationales sur la Russie et sur ses partenaires dans le monde, la communauté internationale accentue les sanctions. Quels sont les secteurs impactés en Afrique? On peut finalement se poser la question, est-ce que la crise en Ukraine n'impacte pas sur la mondialisation? Oui, la crise rebat les cartes de ce qui avait cours, de ce qui existe ou de ce qui existait, si on veut parler comme si la mondialisation était un sujet dépassé. Et en disant cela, on ne peut que se fonder sur les observations faites par le ministre des Relations le ministre des Affaires étrangères russe, qui estime que le monde n'est plus bipolaire. Il faut considérer le monde aujourd'hui comme étant un monde multipolaire. Et maintenant, les effets des sanctions qui ont été annoncées pour mettre à mal l'économie russe, déjà au niveau occidental, elle a produit un effet boomerang pour montrer aussi ici la difficulté des entreprises à trouver leur profit avec une certaine augmentation au niveau du quotidien du consommateur au niveau occidental. Il y a certains produits qui ont connu une inflation, des produits de base tels que la farine, l'huile qui a disparu dans l'huile de tournesol qui a disparu, dans les rayons ou bien qui a augmenté de prix. Vous savez aussi le gaz qui a connu une certaine flambée et qui met à mal les économies quotidiennes ou alors les économies au niveau des familles qui sont moins nantis. On va parler de classes moyennes et des classes prolétariennes. Ils connaissent ça de plein fouet. Et donc, il y a certainement des effets qui sont néfastes. Comme on pouvait le penser, toute action qu'on mène produit des effets. Et ici, les effets que les actions que l'Union européenne a prises vis-à-vis de la Russie est aujourd'hui en train de plomber les économies, au point où les entreprises qui devaient soutenir leurs actions sont en train de leur dire que c'est un peu cher payé ce que vous nous demandez, et donc nous n'arrivons plus à joindre nos plans stratégiques ou alors nos objectifs stratégiques que nous avons définis pour mieux nous déployer au niveau international et au niveau local. Donc vous avez le président de Total qui a dit à une chaîne concurrente que lui ne se retirerait
pas de la Russie. Tout simplement pour la simple raison que s'il le fait, il laisse ses investissements de 13 milliards, il parlait de 13 milliards et il tourne à perte et il enrichit au contraire la Russie. Et donc c'est une position que lui ne comprenait pas. Il est effaré par cette prise de position au niveau de l'Union européenne vis-à-vis de ces sanctions-là. Et il est étonné de ce qu'ils n'ont pas pensé à ça. Et donc, ces dirigeants-là estiment que non, c'est des décisions moribondes qui ont été prises. Et donc, ils ne vont pas quitter la Russie, ils vont continuer à tourner là-bas. Et pour la simple raison que dès qu'ils quittent, il y a un chanteur ivoirien qui dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Et donc, c'est ce qui sera appliqué si aujourd'hui ces entreprises-là tenteraient de quitter le marché russe. Et l'exemple est là. McDonald's, j'ai quitté, ça n'a pas fait 2 jours, une autre entreprise russe a juste copié le logo, changé la position et a continué à tourner dans les enseignes de McDonald's. Donc ça tourne. Mais maintenant, les effets de ces sanctions-là au niveau africain, ça tourne toujours autour de l'agriculture. Nous sommes en insuffisance alimentaire, on ne produit pas suffisamment ce que nous mangeons et donc notre consommation, elle est pour le moment extravertie et donc on connaît ces flux-là, ces sanctions-là de plein fouet. Et vous avez aussi un comportement de nos investisseurs, moi je dirais des Bayam Salam véreux, qui profitent de la situation pour créer une certaine animosité dans le mode de consommation africaine pour atteindre un but inavoué, parce qu'il y a l'augmentation des prix des produits même qui existaient déjà sur le territoire camerounais ou alors africain dans son ensemble. Mais le comportement que je décris ici est celui du Cameroun. Donc c'est pourquoi il parle de la guerre est une opportunité. Et donc quand il y a un événement, comment est-ce que l'entreprise voit la guerre? Est-ce que c'est une opportunité? Est-ce que c'est une menace pour son activité? Si c'est une menace, elle va travailler à ce que la menace soit exclue de son activité. Si c'est une opportunité, elle va travailler à ce qu'elle intègre cette opportunité dans son plan stratégique. Et donc, en Afrique, ceux qui font dans le marché du blé, c'est une opportunité pour eux de créer cette augmentation de prix-là pour gagner plus de revenus. Et c'est ça le commerce néolibéral. On se sert des différences de l'autre pour gagner plus de notre côté. La mission première de la Russie, selon l'ambassadeur russe aux Nations Unies, c'est d'éradiquer le nazisme et demande au président Zelensky de ne pas se faire diriger par les Occidentaux. L'appel à prendre la bonne décision, parce qu'il connaît bien le terrain. Est-ce que la Russie n'utilise pas là la stratégie du gendarme du monde, comme l'OTAN? Il y a un problème chez le voisin, je m'y invite comme pacificateur avec des tonnes de bombes. Oui, on peut aller dans ce sillage-là pour dire que oui, elle utilise la même stratégie que les Occidentaux. Si on considère que le président Poutine pratique le taekwondo comme sport et on connaît que c'est utiliser la faiblesse de l'adversaire pour mieux remporter une victoire. Est-ce que maintenant s'apporter vers d'autres contrées pour ramener la paix, c'est une volonté manifeste de sa part de le faire? On peut aussi dire non, c'est pas sa volonté. C'est ce qui se dit, c'est sous le couvert d'une demande d'un État qu'il le fait. Ce qui a été fait avec le président Bachar al-Assad au niveau de la Syrie. Et il a été là-bas, il a fait ce qu'il a fait, il a combattu le terrorisme.
le terrorisme. Avec sa phrase fétiche, on combat les terroristes en les terrorisant. Donc il est parti pour terroriser les terroristes. C'est ce qu'il a dit quand il allait au niveau de la Syrie. Et maintenant, en Ukraine, son action, en Centrafrique, au Mali, est-ce qu'il se projette comme les Occidentaux? On peut dire oui, mais avec une méthode un peu différente. Ce qui me permet ici de faire allusion au discours du président Macron quand il estime que la Russie s'est projetée avec une stratégie autre que la nôtre dans son ambition de capter des territoires au niveau international. Et ces territoires qui, à travers ce discours, étaient considérés comme propriétaires, dont l'Occident était dépositaire dans ces territoires-là. On avait le précaré français et maintenant la Russie est en Centrafrique, qui est un élément fondamental dans la politique africaine de l'Élysée. Vous avez le Mali, qui est aussi un élément fondamental dans la politique africaine de l'Afrique de l'Ouest, de la France au niveau de cette région-là. Et naturellement, la Russie se porte au niveau de l'Algérie, parce qu'ils ont certains intérêts au niveau du gaz qu'ils développent pour amoindrir les velléités de domination des États-Unis dans la circulation du gaz au niveau international, ou alors quand ils connaissent des crises, comme c'est le cas aujourd'hui. Vous avez le voyage d'Anthony Blinken au niveau de l'Algérie. Est-ce qu'il le fait dans le sens d'aider les Européens, ou alors est-ce qu'il le fait dans le sens d'aider les États-Unis? Moi, je me penche vers la première. Il le fait dans le sens de mettre la pression sur l'Algérie pour que cette dernière livre le gaz à la Russie, à l'Union européenne, pour mieux sanctionner la Russie. Et là, maintenant, les sanctions auront un impact avéré dans le développement, ou alors dans la marche de l'économie russe. Et c'est pourquoi le déploiement du ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, se rend aussi en Algérie pour mieux contrecarrer les arguments que mettrait, ou bien que aurait mis le secrétaire Anthony Blinken au niveau de cet establishment algérien pour conforter les relations qu'ils ont avec l'Algérie, pour conforter, n'est-ce pas, cette vision vers un avenir meilleur qu'ils développent avec les pays africains, ce respect qu'ils développent avec sa cohésion, sa collaboration, ou alors sa manière de traiter avec les pays africains. Et donc, Sergei Lavrov se rend en Algérie pour cela, mais avec l'élément fondamental qu'est le gaz. Et donc, si l'Algérie aujourd'hui décide, c'est pourquoi l'Algérie a décidé qu'elle ne va pas augmenter sa production pour ne fût-ce que livrer du gaz au niveau de l'Europe. Et donc, vous voyez ici que c'est un échec. Ils se rendent en Inde. Pourquoi l'Inde? L'Inde a décidé de payer le gaz russe en roubles. Et ils se rendent en Inde pour contrecarrer cette décision-là, pour qu'elle n'ait pas effet dans l'économie, la marche de l'économie mondiale. Et c'est de cet acte-là que va naître cette multipolarité dans la marche du monde. Et donc, ce déploiement diplomatique est fondé. Donc, s'il y a des visites, c'est pour soit conforter les positions, soit rassurer le partenaire pour qu'il prenne une décision à l'encontre d'un ennemi qui peut-être est caché. Et donc vous avez aussi le voyage Anthony Blinken au niveau du Moyen-Orient. Du Moyen-Orient avec le sommet de Negev, qui, là, ils ont essayé de mettre à côté l'Iran, qui est un partenaire avéré de Moscou. Et donc, vous voyez, c'est tout un schéma qui permet de montrer que la Russie a certes développé
les mêmes aptitudes de déploiement que l'Occident, mais avec des stratégies différentes parce qu'elles respectent la souveraineté des États. Un mot cher qui est un mot cher au président Poutine qui, dans tous ses discours ou alors dans ses relations avec les États, il dit qu'il respecte la souveraineté des États. Et ceci a toujours été reconnu par les ambassadeurs de la Russie au niveau de l'ONU. On a par exemple le cas du Cameroun, avec sa crise au niveau du nord-ouest et du sud-ouest. L'ambassadeur russe a toujours dit que c'est un conflit interne et il respecte la souveraineté des États. Et donc il n'y a pas ingérence dans les affaires de l'État, comme c'est le cas avec ce déploiement messianique occidental dans le monde. Parce qu'ils estiment qu'ils sont les messies, la civilisation, ce n'est que eux, il n'y a pas d'autre civilisation à côté. Donc, c'est un déploiement, certes, à l'identique de l'Occident, mais avec une stratégie qui, ma foi, est plus à même à capter l'attention des peuples opprimés que nous sommes. Il y a des changements dans la sphère de la sécurité. Les États-Unis ont été les gendarmes du monde avec près de 300 000 soldats repartis dans le monde. Est-ce que le monde multipolaire qui se profile à l'horizon permettra au continent africain de s'affranchir de la France et diversifier ses partenaires et faire tomber définitivement le masque de la colonisation? C'est dommageable qu'en 2022, les peuples africains soient encore à parler de l'existence ou de l'inexistence de la colonisation. C'est fort dommageable parce que on est un peu déboussolé, on est secoué quand on entend colonisation, néocolonisation et tout ce tralala. Maintenant, le développement géopolitique et géostratégique qui se profile à l'horizon, est-ce qu'il sera bénéfique pour les pays africains ou alors le continent africain? J'ai toujours fait cette analyse-là pour montrer que la création des institutions au niveau africain, est-ce que cela a été fait dans le sens d'apporter une certaine indépendance culturelle, économique, sociale à cet espace géographique qui existe dans le monde? La réponse qui est faite est non. Parce que vous avez l'Union européenne, l'Union africaine, moi je confonds toujours parce que c'est bonnet blanc, bonnet. L'Union africaine qui est payée, dont les charges sont couvertes à 80% par l'Union européenne. Vous avez nos institutions sous-régionales avec qui n'ont pas une certaine vision, qui sont là pour la gestion des affaires au niveau intrinsèque, là, l'intérieur de leurs espaces, sans penser que les effets qui se produisent hors de ces frontières-là peuvent impacter le développement de ces contrées-là. Et donc, c'est juste de créer des moyens, des éléments pour gonfler le curriculum vitae des individus. Et donc, c'est juste de la reconnaissance des institutions qui existent en Afrique. C'est la reconnaissance que, ouais, j'appartiens à telle obédience et donc je suis reconnu, j'ai tel poste, je gagne tant. C'est la reconnaissance, la jouissance individuelle. Il n'y a pas de jouissance collective dans la création des institutions que nous avons en Afrique. Et donc, à ce moment-là, poser la question de l'indépendance devient paradoxal, en ce sens qu'on se demande qui va mener cette indépendance. Parce que les gens qui nous dirigent sont indépendants financièrement, mais ne sont pas indépendants d'un point de vue idéologique. Et donc, est-ce que c'est l'indépendance financière qui confère cette souveraineté que nous recherchons, qui va conférer cette souveraineté que nous recherchons? Peut-être. Mais l'indépendance idéologique
propice et à même de mener l'indépendance financière et l'encadrer. Donc l'indépendance idéologique, pour faire court, encadre l'indépendance financière qui mène le combat dans le sens d'une réelle émergence de l'Afrique. Mais aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que nous sommes des êtres tels que Senghor a toujours eu à le clamer, des êtres de chair. On ne pense pas à l'esprit, on ne pense pas à notre devenir culturel, on ne pense pas à notre devenir... Il n'y a pas de prospective, j'ai envie de dire, parce qu'on est cloîtré à consommer ce qui vient de notre dominateur. Et c'est ce qui est dommageable. Maintenant, est-ce que la France, ayant fait ce constat, libérera l'Afrique, du moins les 14 pays qui constituent 14 ou 15 pays qui constituent encore son domaine, son précaré. J'ai envie de dire, ça sera un choc, et ce choc-là, il est déjà là, pour la simple raison que la prise de conscience, elle est faite, du moins en partie, et vous avez le discours même au niveau de l'establishment français qui tend à vouloir être bien encadré, bien modélé, ou qu'on ne frustre pas, où on ne frustre plus l'Africain qui est en face, mais qu'on continue la politique de domination. C'est pourquoi la communication qui est menée au niveau français, elle sera toujours subtile. Elle sera subtile et en accord avec le développement d'émancipation que les Africains connaîtront. Et pour prendre juste un exemple, avec le discours de Mélenchon, il a un discours auquel les Africains adhèrent parce qu'ils portent les combats qui sont les leurs. Ils portent les combats qui correspondent véritablement à la situation de l'Africain. Mais dans le fond, est-ce qu'il dit, par exemple, que le franc CFA doit disparaître? Même s'il le dit, est-ce que dans la réalité, quand il exercera, par exemple, les fonctions de président, est-ce qu'il actera cette disparition de cette monnaie nazie? Parce que le dit en moment de campagne, c'est le président Jacques Chirac qui le disait. Les promesses qui sont faites n'engagent que celui qui prend en considération ces promesses. En campagne, oui. C'est ce qui se dit. Maintenant, dans les faits, est-ce qu'il va le faire? On a le président, pour être factuel, le président Macron, qui a tenu certains propos au niveau de l'Afrique avec sa monnaie éco qu'il a voulu instaurer au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Est-ce que c'était fait dans le sens d'apporter une certaine indépendance économique au niveau de l'Afrique? Vous avez vu, on a supprimé quelques articles dans la gestion de cette monnaie-là, mais la production reste toujours et la parité est toujours. Est-ce que ça a évolué? Non, ça n'a pas évolué, mais ici maintenant la colonisation, est-ce qu'il ne faudrait pas que l'on pense? On devient des penseurs et on pense à l'avenir et mettre tous les vestiges de la colonisation dans les musées. On ne saurait mettre tous les vestiges de la colonisation dans les musées, jamais. Par exemple, moi, mes enfants doivent apprendre ce qu'a été la colonisation, ce qu'elle a causé, et quel est son poids dans le développement de mes enfants. Je dois leur expliquer ça. Moi, la faute que j'accuse aujourd'hui nos aînés, c'est de ne pas nous... ils ne nous ont pas appris l'état et les avatars du système dans lequel on vivait. C'est pourquoi aujourd'hui, il est impensable. On a la difficulté à prendre une décision. On a la difficulté à prendre une décision parce qu'on ne connaît pas les tenants et les aboutissants. Ou alors on n'a pas
cette présence d'esprit. Mais nos enfants aujourd'hui, on parle qu'ils sont éveillés, mais ils sont éveillés parce qu'ils ont pris connaissance de ce qui se fait et de ce qui avait cours dans le passé. Mais certains vont nier que c'est la modernité, comme ils épousent le discours du président français, que moi je ne connais pas des histoires qui se sont passées dans les années 40 là. Moi je suis un born again, donc ne me considérez pas comme mes parents, voyez-moi comme je suis, bien jeune, j'ai votre âge, je suis ceci. Mais est-ce qu'il a alors annulé le franc CFA, puisqu'il est né bien après l'existence du franc CFA? Il continue avec cette monnaie, il tient le même discours pour démontrer que cette monnaie, elle est bien pour les Africains. Mais dans son discours médiatique, il dit, l'Africain, moi je n'ai pas connu les tares et les avatars de la colonisation, donc moi je suis étranger à ça. Comment l'Afrique fera-t-elle pour s'affranchir définitivement de cette mainmise française? Il y a un seul moyen, c'est de développer les penseurs tels que Tidjane Pouny, qui sont allés travailler à la Banque mondiale ou à FMI, je ne sais plus, et il a écrit un livre qui montre que l'existence du franc CFA n'est que la volonté de domination des puissances occidentales. Et donc, selon lui, il aurait voulu au préalable apprendre comment mener la guerre au lieu d'apprendre comment faire l'économie. Et donc, moi, quand je lis, par exemple, ces travaux, je me dis, est-ce que je dois continuer à pratiquer la communication telle que je l'ai apprise à l'école, sans toutefois pratiquer une communication de propagande qui permet d'ennoblir l'image ou alors la perception qu'on a de l'Afrique? Moi, c'est mon combat, ennoblir la perception que l'on pose sur l'Afrique. En cela que je suis allé à l'école, et maintenant mes origines me poussent à penser que je peux être à même de mener ce combat-là dans la capacité qui est la mienne à ennoblir la perception qu'on a de l'Afrique, parce qu'elle est teintée de beaucoup de dérives, que ce soit en termes de production d'émotions, en termes de production de sentiments, en termes de production de richesses. Elle est traînée dans la boue. Elle n'est que là pour être assistée, parce que la communication orientée vers l'Afrique, venant de l'Occident, c'est une communication qui tend à montrer que l'Afrique n'a que besoin d'assistance. Et donc, moi, ayant appris les mécanismes, les canons de la communication, les canons du marketing, je me situe maintenant dans la construction d'un discours qui tend à ennoblir la perception que même l'Occident a de l'Afrique et que l'Africain a de l'Afrique. A de l'Afrique. Et donc, c'est un peu dans ce sillage-là que je me situe et montrer que si chacun, dans son champ de compétences, développe ce type de stature, on sortira bien gagnant de ce combat qui est fastidieux, mais qui est à la portée de la victoire. Nous n'avons pas d'éléments géopolitiques nécessaires en Afrique pour pouvoir imposer notre point de vue et notre bien sûr que si, bien sûr que si. L'élément fondamental géopolitique que nous avons, c'est notre population. Elle est jeune. Elle est jeune. Mais maintenant, quel est le contenu de cette population? C'est là où il faut travailler pour créer cette masse critique et booster, n'est-ce pas, comme le président Poutine est en train de le faire, on bouscule l'ordre établi pour se faire respecter. Et l'intelligentsia africaine, elle est énorme. Et vous pouvez, à mon sens, avec une certaine volonté positive, comme on avait développé par le passé, mettre en place des programmes qui tendent à développer des programmes nucléaires, des programmes
de défense territoriale, des programmes de construction même d'une oligarchie, comme c'est ici en Occident, une oligarchie qui porte l'économie, telle que les Rockefeller et tout ce tralala. Mais il faut penser tout ça et avoir une volonté positive qui, même si le travail est compliqué, il faut se donner à fond dans ce sens. Les Africains ont fait bloc afin de demander à M. Poutine d'observer un cessez-le-feu. Est-ce que Poutine pourra tenir compte des demandes africaines? Non, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il ne va pas tenir compte. Il a reçu le président de l'Union africaine en exercice, M. Macky Sall. M. Macky Sall? Oui. Ok. Mais c'est une réception c'est juste une réception pour garder le contact. Pour montrer qu'il est bienveillant. Il accepte de collaborer avec les Africains qui ont l'ambition de s'émanciper, comme le Mali, comme la Centrafrique. Mais quand vous me parlez du président de l'Union africaine, Macky Sall du Sénégal, franchement, excusez-moi de répondre avec un peu d'ironie, mais non, ça donne pas, parce que ces gens, ils ont un bagage qui n'inspire pas confiance, ça n'inspire pas confiance du tout. Je vais vous faire une anecdote concernant ce président. Il se rend en France, il a le drapeau du Sénégal dans sa veste, quittant du Sénégal. Arrivé en France, il enlève ce drapeau-là, il le froisse, il met dans la poche. Donc il enlève l'Afrique, il met dans la poche, parce qu'il est en France. Et c'est vous maintenant, vous me posez la question de savoir, si un monsieur pareil porte un projet pour parler de l'Afrique, le président Poutine va-t-il le considérer? Bon, le président Poutine que nous connaissons tous, hein, qui est pragmatique. On prend encore une autre analogie. Qui paye les salaires au niveau de l'Union africaine? Le financement européen. Ce n'est qu'un porte-parole de l'Union européenne. Alors ici on peut conclure alors que l'Union européenne a mis en contribution l'Afrique pour... Elle a mis ses lobbies en contribution. Bon, maintenant regardons aussi la position que le Sénégal en tant que pays a eu concernant le vote au niveau de l'ONU. Ils ont voté pour les sanctions de la Russie. Est-ce que vous considérez maintenant, en prenant tous ces éléments-là en compte, ce président étant investi des compétences à gérer l'Union africaine, porter ce discours et aller en face du président Poutine, lui dire arrêtez vos hostilités, prenez la paix, retirez vos troupes. Je sais pas, il a eu le culot, hein? Bon, oui, mais ici on peut dire que l'Afrique commence à s'affirmer parce que souvenez-vous des différents discours, des différents événements où il a toujours été imposé à l'Afrique d'observer certaines règles. Et pour la première fois, l'Afrique d'une voix s'élève et va en Russie et demander que le président Poutine puisse marquer un temps d'arrêt dans son action spéciale sur l'Ukraine. C'est peut-être un début. Votre sourire en dit long. Votre sourire en dit long. C'est peut-être un début. On peut déduire de votre sourire beaucoup de choses. Mais maintenant, je vais rester dans si ce n'est qu'un début. Mais non, c'est juste une continuité. Le début aurait été de créer une certaine indépendance de notre institution africaine. Si on est indépendant dans cette institution-là, le président Poutine pourrait, à ce moment-là, considérer la voix qui vient de l'Afrique. Mais si votre siège même d'abord est construit par les Chinois,
vos salaires, le salaire du président Macky Sall, c'est Ursula von der Leyen qui paye. Le salaire de Moussa Faki, c'est Charles Michel qui dit, ben, toi, ce mois-ci tu auras 3 000 €. Il envoie. Je ne parle même pas alors des institutions sous-régionales parce que c'est catastrophique. Et donc, quelle est la voie que de telles institutions peuvent avoir et être écoutées auprès du président Poutine? Mais individuellement, sur base de certaines postures que certains États ont eues à l'égard de la Russie pourrait écouter ces pays-là, mais pas l'Afrique, ces pays. Pourquoi? Si je prends le cas de l'Algérie et de l'histoire qui accompagne les relations entre l'Afrique et la Russie sur le continent africain, on peut dire qu'elle se situe dans l'accompagnement des forces hostiles à la domination de l'Occident sur le territoire africain. Et donc, elle a accompagné les indépendances africaines. Mais maintenant, quelle est la posture que nos dirigeants ont? Est-ce que c'est en voie de s'affirmer, d'une certaine affirmation, de notre souveraineté, de nos indépendances, qui sont pour l'instant factices? Et eux-mêmes, ils le savent que nos indépendances sont factices. Quelle est la position que nous avons? Nous sommes d'abord incapables de mettre le franc CFA hors de notre sphère géographique. Mais c'est à Poutine qu'on se lève pour aller dire retire tes troupes. Un président qui a Satan 2, s'il décide de nous bombarder avec Satan 2, je ne sais pas ce qu'on va faire. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Qu'est-ce que nous on va mettre en opposition là pour dire que Satan 2 arrive? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne va que se coucher et dire au président Poutine que le grand chef, le monsieur qui t'a rencontré là, il est parti de son propre chef. Il n'a consulté personne ici. Non, mais ils ont fait bloc. Ils ont fait bloc. Qui a fait bloc? Le président camerounais, il a fait bloc à Touadéra aussi. Le colonel Goïta, il a fait bloc. Seulement sur les pays qui se sont abstenus et les pays qui ont dit non aux sanctions qu'on voulait infliger à la Russie au niveau des Nations Unies. Mais s'ils ont fait bloc, c'est qui a fait bloc? Et maintenant, quand on analyse ceux qui ont fait bloc, est-ce que ce bloc-là a voté pour les sanctions qu'on devrait infliger à la Russie? Si ce bloc-là, alors c'est fondé de dire que oui, il porte le projet de l'Union européenne. Et on verra. De l'Union africaine. Non, de l'Union européenne. De l'Union africaine et de l'Union européenne, on peut dire. Le chemin de la paix est encore long. L'Europe affirme fournir des équipements nécessaires et des armes et des moyens nécessaires à l'Ukraine. L'Europe a beaucoup d'argent pour la guerre en Ukraine, dit M. Borrelli. European funding. Beaucoup d'États membres. Many member states are adding to that their own contributions of spending and financing. Some member states alone have spent more than 300 million, a third of their military budget, their defense budget. For some countries, I don't have the total numbers, but if you add everything together, everything from the European budget, plus the financing from individual member states that's already mobilized and continuing to be mobilized, the numbers are much more than that. Unfortunately, I can't give you the total amount, but when I listen to what member states are saying, I've sent this, I've done that, or whatever, the numbers add up to a lot. Please don't focus only of the 1.5 billion. That's the amount that we're financing through the European funds, not in the European budget. In the sense that it's a different fund, but it's a collective European fund. But the total amount is way more than that. And if it isn't enough, we'll look at it again and we'll put more in.
beaucoup d'argent à dépenser. Well, we still got plenty left de la conférence de presse des affaires étrangères. La guerre en Ukraine n'est-elle pas une guerre par procuration? Ouais, c'est une guerre fondamentalement par procuration. Elle est essentiellement faite par des forces non visibles sur le terrain. C'est une guerre par procuration. Mais maintenant, vous avez le monsieur, vous avez interpellé Borrelli, je crois. Oui, monsieur Borrelli. Il dit l'Europe a suffisamment d'argent pour mener la guerre au niveau de l'Ukraine. Ok. Et donc, quand le président Poutine écoute ce genre de discours, vous pensez que la réponse, ça sera quoi? Que nous, on manque d'argent pour mener la guerre? Ou alors qu'on va seulement capituler parce que vous avez beaucoup d'argent et beaucoup de matériel à déployer? Non, même ce discours est empreinte de beaucoup de violence. De violence et même d'affirmation de la violence. Et donc, les forces maintenant qui sont sur le terrain, qui démontrent que c'est une guerre de procuration, on l'a énoncé dans une précédente question. Il y a un général américain qui a été arrêté par les forces russes. Un instructeur. Un instructeur, un général, pas un général un vétéran de l'armée américaine. Ouais, un vétéran qui a été arrêté et aujourd'hui il répond de ses actes au niveau de la Russie. Maintenant c'est pourquoi les appels diplomatiques sont en train de se passer pour sa libération sans toutefois sa médiatisation. On va le libérer sans médiatiser. Mais sauf que les informations ont fuité. Nous, on est au courant maintenant et ça démontre que c'est pas forcément l'Ukraine qui, comme on nous a bâché les oreilles, que le peuple mène la guerre, le peuple repousse les Russes, le peuple supporte les velléités offensives de la Russie. Non, c'est des forces étrangères, Russie, Grande-Bretagne, France, Suède, États-Unis. Ils sont sur le terrain avec certains hommes, des snipers qui viennent du Canada. On va dire que le président Zelensky a fait appel à l'humanité pour défendre son pays. On pourrait le dire, mais ce n'est pas des civils qui sont venus, c'est des forces peut-être en attente ou alors des forces en activité qui sont déployées pour une opération spéciale. C'était en retraite. Ouais, c'était en retraite qui ont constitué des structures de sécurité. De sécurité rapprochée, des sécurités de combat urbain, des sécurités pour déployer leurs connaissances pour aider les États. Vous avez aujourd'hui la polémique qui naît quand on évoque un certain nom, Wagner. Et pourtant, il y a les Blackwater, je pense, au niveau des États-Unis qui ont aussi développé ce même combat de guérilla urbaine. Donc, c'est une guerre de procuration et la guerre de procuration ne peut que rapporter beaucoup, ça peut que rapporter beaucoup de thunes parce que l'État ukrainien doit naturellement payer l'État ukrainien est en faillite, comment va-t-il payer Non, ce n'est pas l'État ukrainien qui sera en faillite. Monsieur Borrelli a dit que l'Union européenne a beaucoup d'argent. Énormément d'argent. En dépit de ce qu'ils ont déjà investi, voilà. Il y en a assez pour mener la guerre. Et donc, la guerre, c'est le financement. C'est aussi le financement. Et donc, le président ukrainien, il ne peut qu'appeler tous les mercenaires qui existent dans ce monde. Il y a l'argent pour les payer. Mais le clochard qui est dans la rue ne peut pas avoir l'argent de l'Union européenne comme ça. Non. Il doit démontrer qu'il est pauvre.
Revenons sur la géostratégie du sport. La Coupe du Monde se jouera au Qatar en fin d'année 2022. La FIFA et l'UEFA ont sanctionné la Russie. L'on sait que les deux instances n'apprécient pas l'ingérence de la politique dans les affaires du football. Une prise de position qui risque de faire date. Comment qualifiez-vous cette prise de position? Si je me réfère juste à, comme on dit en anglais, behavior, le comportement que la FIFA nous a habitués, c'est que c'est à travers un discours bien pensé, c'est non-ingérence des États dans les affaires du football. Non-ingérence des États dans les affaires du football. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la réciprocité n'est pas possible. La FIFA doit s'ingérer dans les affaires des États. Mais les États ne peuvent pas s'ingérer dans les affaires de la FIFA. Et donc, est-ce que la FIFA est au-dessus des États? On se pose juste les questions. On se pose juste des questions très simples pour comprendre que les institutions internationales, maintenant il faut aller en plus large, pour montrer que les institutions internationales, les ONG créées, ont tendance à vouloir se hisser au-dessus des souverainetés des États. C'est pourquoi le président Poutine, il reste stoïque quand on veut toucher à la souveraineté étatique. Maintenant, est-ce que la Russie va... Elle a promis faire appel à cette décision de la FIFA qui est univoque, qui ne repose pas sur... si on va même dans ses statuts, sur le simple fait qu'elle évoque la non-ingérence des États, il y a une certaine réciprocité en droit qui découle. Et donc elle est en train de violer ce principe-là et qui, ma foi, juste par suivisme moutonnier, encore une fois de plus, montre que nos États sont à la merci des institutions auxquelles nous avons adhéré de façon volontaire. Maintenant, quant à savoir si cela va continuer, sur les effets que l'acte de la FIFA auront sur le devenir ou alors la marche du football par le futur, on ne peut que dire aujourd'hui la porte elle est grandement ouverte à toutes les dérives possibles. Vous avez par exemple en Afrique les sanctions sur sanctions qui étaient faites au niveau contre les États qui demandaient juste à changer le président de leur fédération. Qui demandaient juste à changer le président de leur fédération. Et donc aujourd'hui un État africain est fondé aujourd'hui à dire que moi je ne veux plus la tête de ce président, on l'enlève. Et surtout qu'en Afrique, précisément au Cameroun, ce sont les États qui financent en partie les activités des fédérations. Et donc la FIFA a ouvert une grande porte comme ça qu'on va s'engouffrer en Afrique. On va s'engouffrer parce que les intérêts occidentaux, eux, ils ne voient aucun intérêt à user de cette bavure que la FIFA vient de commettre en allant s'y mixer dans les affaires des États. Or, chez nous en Afrique, politique et sport, on ne sait pas la limite. C'est une collaboration. Collaboration, c'est que je connais même un peu ta limite. Je sais que bon, si on collabore, si je peux t'énerver. Mais c'est une collaboration tout en respectant les statuts de la FIFA. Mais est-ce qu'en Afrique, on va considérer qu'il faut encore respecter les statuts de la FIFA? Vu que la FIFA vient d'ouvrir une porte... on va s'engouffrer dedans et dire, par exemple, dompter même les fédérations à l'intérieur des États, que vous n'avez plus rien à dire parce que c'est nous qui vous donnons un peu de thunes ici. Même si votre grand patron vient ici, on va lui opposer un précédent juridique que lui-même il a créé. Et on appelle ça la jurisprudence. Et donc on va juste dire à la FIFA que tu as créé toi-même une jurisprudence. Tu es venu t'ingérer dans les affaires des États, on ne t'a pas appelé ici.
Donc maintenant, nous, on va juste user de ça pour te dire qu'on va gérer notre football comme on l'entend. Tes statuts et toi, tu les gardes. Comme tu as fait fi de nos souverainetés. Donc c'est un peu la lecture que moi j'ai, mais maintenant, c'est quand même une grosse machine qui brasse beaucoup de sous. Elle aura les moyens pour faire respecter ses décisions. Et peut-être faire un rétropédalage. L'acte il est posé, il y a jurisprudence, rétropédalage pourquoi elle a éliminé la Russie de la Coupe du Monde. La Russie était qualifiée. Elle a éliminé, pour la simple raison que la Russie n'a pas pu jouer ces matchs. Mais maintenant, c'est ce mélange de genres-là que l'Occident a bien voulu mettre en place. Parce qu'on chasse les Russes maintenant dans le monde. On les chasse, on les poursuit, on les persécute. Vous avez le président Abramovich qui a dû vendre son club, qui a dû vendre le club de Chelsea juste pour avoir la paix. Et maintenant, on ne sait pas où il est. Le club aujourd'hui ne connaît plus les victoires, on n'a plus un certain enthousiasme. Le scandale qu'il y a eu, qui a été déclenché à la FIFA, c'est les États-Unis qui ont été en tête avec leur congrès, une fois de plus, à indexer les malfaisants au niveau de la FIFA. On comprend bien que c'est une institution qui est soit sous coupole, soit veut se définir certaine indépendance qu'elle n'y arrive pas tellement. Et donc, il y a une pression forte, peut-être, qui a été menée pour exclure la Russie d'une compétition majeure telle que la Coupe du Monde. Maintenant, est-ce qu'on peut encore considérer la Coupe du Monde comme étant une Coupe du Monde? Parce qu'il y a déjà une exclusion d'un pays du monde. Oui, c'est une analyse qu'on fera certainement dans nos prochaines éditions de débriefing du sport pour les matchs de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mesdames, Messieurs, le chemin de la paix est encore long. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.